Bonjour à vous tous et à vous toutes. Et est-ce que, dans le fond, est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Bon, ça y est, vous avez vu une boîte avec des petits cailloux autour. Et bien, cette boîte avec des petits cailloux autour, c'est ce qui a tué des millions de personnes. Et ça a toute une histoire, ça. Cette boîte-là, des officiers, Hitler détestait les Juifs, haïssait les Juifs. Il voulait tuer tous les Juifs d'Europe. Il gagne la guerre, il va mettre son projet à exécution. Vous me regardez. Est-ce que vous me voyez quelque chose de spécial? Vous êtes devant, ceux dans le fond, peut-être pas. Non. Je vous montre un petit jeune homme. Est-ce que vous trouvez qu'il a quelque chose de particulier? Il avait peut-être... Quel âge vous avez? 17 ans. Ah non, il était plus jeune que vous. On ne lui a pas laissé avoir 15 ans. Ce petit jeune homme-là, est-ce que vous trouvez qu'il a quelque chose de spécial? Il avait 12 ans. Eh bien, moi non plus, je ne trouve pas qu'on a quelque chose de spécial. Mais pour Hitler, oui, on avait quelque chose de spécial. On était juifs et il voulait tuer tous les juifs d'Europe. Donc, vous-même, vous êtes en train de dire, non, vous n'avez rien de spécial. Donc, comment reconnaître? Il veut tuer tous les juifs d'Europe, mais comment nous reconnaître? Alors, en Allemagne, ils avaient un procédé qu'il n'y avait pas en France. On faisait promener les Juifs avec sur leur poitrail un panneau qui disait qu'ils étaient Juifs. En France, on n'a pas ça. Par contre, en Allemagne, sur les vitrines des magasins tenus par les Juifs, il y avait des panneaux affichés, c'est tenu par un Juif. En France, peut-être pas dans toute la France, à Paris, il y avait ça. Donc, les magasins sont repérés, mais pas les gens. Alors, je suppose qu'ils se sont retrouvés dans un lieu, et puis on appelle ça la solution finale. Comment tuer les Juifs? Comment les reconnaître? Donc, ils vont nous obliger à aller dans les commissariats, alors en banlieue, en province, je ne sais pas du tout, et on va sortir de là avec sur nos cartes d'identité un tampon marqué juif. Mademoiselle en noir là devant moi, bon, vous vous êtes reconnue. Où est votre carte d'identité? Votre sac. Vous en vert, où est votre carte d'identité? Elle n'en a pas. Si, j'ai pas entendu la réponse. Où elle est? J'ai pas entendu. Et si ma voisine pouvait servir à me faire... Pardon, alors je suis en même temps, je suis tout à vous, mais alors je suis sur tous les fronts. Trop demandé. Pas trop demandé. Alors, servez-moi d'interprète, oui, parce que je suis très, très, très sourde. Quelle je demande à cette demoiselle en vert où est sa carte d'identité. Qu'est-ce que tu as répondu, Delphine? Elle est à la maison chez elle. Ah bah, c'est encore très bien ça. Alors, en somme, votre carte d'identité, vous ne l'avez pas sur vous. Alors, comment contrôler que vous êtes juif ou pas? Puisque c'est sur la carte d'identité qu'est le tampon. Alors, ils ont pensé à quelque chose. Justement, ils se doutaient que les cartes d'identité n'étaient pas toujours sur la personne. Alors, ils vont avoir une idée de génie. Ils vont nous distinguer des autres en nous faisant porter sur nos vêtements une étoile noire, jaune bordée de noir et marquée à l'intérieur juif. Et on doit la coudre sur le côté gauche de nos vêtements
coudre solidement et ne jamais la cacher avec une écharpe. Donc, on est arrêté, il y a un contrôle d'identité, vous montrez votre carte d'identité, vous avez le tampon marqué juif dessus, et si par hasard vous n'avez pas l'étoile, c'est la prison. Hein. Maintenant, si vous avez l'étoile et puis vous n'avez pas la carte d'identité avec le tampon juif, là aussi c'est pareil, vous serez puni. Donc, et maintenant qu'on a cette distinction, qu'on est distingué des autres, ça va permettre aux nazis de promulguer des lois qui vont faire que les juifs n'auront pas le droit à grand-chose. Alors, on n'a pas le droit de bouger de l'endroit où on s'est fait recenser. Si vous voulez bouger, vous devez aller demander une autorisation au commissariat, à la préfecture, et quand vous l'avez, là, vous avez le droit de bouger parce que vous aurez un contrôle et vous allez pouvoir présenter ça. Alors, ça, vous voyez, ça, c'est le droit de passage qui donne l'autorisation de quitter l'endroit où on est. On habite Paris, on va garder ces interdits. Alors, naturellement, les interdits, c'est grave, parce que les Juifs n'ont plus le droit d'être en contact avec les non-Juifs. Donc, il y a plein de métiers qui vont nous être interdits. Médecins, chirurgiens, infirmiers, dentistes, artistes, commerçants, tout le droit de travailler. Mon père a un petit atelier, il fabrique des imperméables, il n'a plus le droit d'être dans son atelier parce que ses ouvrières, il y en a 3, ne sont pas juives. Alors, à la place des juifs qui sont obligés de ne plus travailler, il va y avoir des personnes. Comment elles se désignent? Comment se sont-elles désignées? Est-ce qu'on les a désignées de fils? Est-ce que c'est elles qui ont demandé je ne sais pas. Il faudrait se renseigner auprès de historiens. Je n'ai jamais demandé à mon père, donc je ne sais pas. En attendant, il y a des personnes qui vont remplacer mon père dans son atelier. Mes sœurs qui faisaient les marchés ne vont plus y avoir droit non plus, et c'est cette femme qui va les remplacer. Et ces gens qui remplacent les juifs dans leur métier, on les appelle des administrateurs. Alors, quelles sont les conditions? Est-ce qu'un administrateur qui rentre, admettons, mon père avait de la marchandise, avait des clients, comment ça se passe? Est-ce que les administrateurs l'ont dédommagé? Je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai pas posé la question. Mes sœurs sont sur les marchés, elles avaient de la marchandise, elles avaient un étalage, c'est une autre personne qui les prend. Est-ce qu'elle les a dédommagées? Est-ce qu'elles ont pris l'affaire? Pareil, je ne sais pas. On va rester comme ça un petit peu. Et puis après, il y a un monsieur, en 1942, vient un soir à la maison. À l'époque, on ouvrait à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas le cas. Hein. Mais on ouvrait. Ce monsieur se présente. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Mon père est un petit peu inquiet, la préfecture, un dossier, on est juif. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes juif, vous êtes en règle, non, on vous dénonce. On nous dénonce, oui, on nous dénonce parce que nous sommes communistes. Et Hitler avait très, très peur des communistes. Pourquoi? Parce que dans les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Et les résistants faisaient des attentats. Les résistants faisaient de la propagande. Donc, il a peur des résistants communistes et il va faire la chasse aussi aux communistes. Donc, ce monsieur nous dit, communiste, juif, déjà juif c'est beaucoup, communiste c'est beaucoup, mais les deux à la fois, je vous conseille, si vous pouvez, c'est de quitter la zone occupée. Parce que vous savez, vous vous rappelez plus, la France, quand Hitler était vainqueur, la France a été coupée en deux. Une partie, ça s'est appelé la zone libre,
et une autre partie s'est appelée la zone occupée. De France, ça veut dire que c'est comme s'il y avait deux pays étrangers. Qui dit pays étranger dit frontière. Qui dit frontière dit contrôle. Donc, pour l'instant, on est à Paris, mais ce monsieur nous prévient qu'on a intérêt à quitter la zone occupée si on veut vivre un petit peu tranquillement, parce que juifs et communistes, on va être surveillés de très près. Donc, mon père, qui veut que sa famille n'ait pas trop d'ennuis, va se débrouiller avec ma sœur aînée à trouver le moyen de partir en zone libre. On a des papiers avec tampons juifs qui nous interdisent de quitter où l'on est, donc ces papiers déchirés. Et pour eux, pour mon père, pour ma sœur aînée, ça a été très facile de trouver des faux papiers. Ils sont communistes, ils sont résistants, ils ont des accointances facilement. On va trouver des faussaires qui vont nous fabriquer des faux papiers. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va choisir un nom bien français. On peut être étranger et ne pas être juif, mais toujours on pose des questions. Donc, comme on ne veut pas qu'on nous pose des questions, on va choisir un nom bien français. Je ne me rappelle jamais, je ne me rappelle plus du tout d'ailleurs, le nom qu'on avait trouvé. C'était le nom de quelqu'un qui nous avait prêté son identité. Il nous avait raconté un petit peu l'histoire. Ça n'allait pas loin, le grand-père. Mais surtout, ce qu'il nous avait appris, c'est le lieu où il s'était fait baptiser, le lieu où il avait pris sa première communion, le lieu où ses parents s'étaient mariés. Les églises, ça ne change pas d'adresse, donc on a enregistré. On va passer, mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on va passer par petits groupes, par un endroit différent. Mais par contre, il va y avoir un point de ralliement qui va être Aix-les-Bains. Ne me demandez pas pourquoi Aix-les-Bains, moi je n'ai jamais demandé. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça veut dire qu'on a eu de la chance. Mais ça ne s'est pas bien passé pour tous. Deux groupes impeccables, ils se retrouvent en zone libre sans aucun problème. Un autre groupe, mon père, ma mère et une sœur qui est de santé fragile. Ils vont avoir affaire aux cheminots. Ils vont aller à la gare de Lyon, ils vont prendre un billet pour arriver à Lyon. À Lyon, un cheminot doit les prendre en charge. Le train de Paris arrive à Lyon, tout le monde descend du train, les voyageurs qui doivent partir vont partir. Sur le quai de la gare à Lyon, 3 personnes sont là. 3 personnes qui ne doivent pas être là. Ma mère, quand toujours me racontait son histoire, elle disait « on est resté des heures entières ». Ma sœur me dit « mais non, ça a semblé très long, mais en réalité, celui qui devait les prendre en charge a eu un petit peu de retard ». Mais naturellement, moi je comprends qu'elles ont dû avoir peur. 3 personnes sur un quai vide complètement et 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être, c'est sûr qu'ils ont eu peur. Nous, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on va passer par Angoulême. On a rendez-vous au buffet de la gare à Angoulême avec notre passeur. Moi, je suis jeune, le passeur, on ne me l'a pas présenté. Peut-être que mes sœurs ont eu affaire à lui. Moi, je le connais même pas. Mais par contre, je suis à Angoulême au buffet de la gare. Dès que le train qui nous a amenés de Paris à Angoulême a quitté la gare, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Plus personne ne peut ni entrer ni en sortir. Et on est tous emmenés pour contrôle d'identité à la prison d'Angoulême. Est-ce que le passeur a été donné? Est-ce que c'est lui qui a donné ses clients? Vous savez, à cette époque-là, tout était capable de tout. Donc,
on est en prison à Angoulême, on est dans les couloirs de la prison. On n'est pas en prison, on est pour être interrogé. C'est notre tour d'être interrogé. On est trois jeunes filles. Je suis très jeune, je me considère comme une jeune fille quand même. Et on est devant les bureaux de ceux qui nous interrogent. On ne parle pas toutes les trois. Donc c'est l'aîné des trois qui va répondre. Vous êtes juive? Nous? Juive? Mais pas du tout. Si. Il n'y a que les juifs qui vont en zone libre. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il y a que les juifs qui vont en zone libre, mais nous, je peux vous le garantir, on n'est pas juifs. Vous n'avez qu'à regarder. Voilà les adresses des églises. Interrogez-les, téléphonez, envoyez vous verrez, on n'est pas juifs. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ils nous ont gardés en prison à Angoulême. Je me souviens, on était dans une grande salle commune. L'aînée de mes sœurs, elle était dans une petite salle, mais nous, les jeunes, on était dans une salle commune et mélangés. Il y avait des enfants, il y avait que des femmes et enfants, il n'y avait pas d'hommes. Alors, on va y rester, je ne sais plus exactement, 5, 6 jours, je ne me rappelle pas. Au bout de quelques jours, on va nous convoquer. Vous avez raison, vous n'êtes pas juive, mais de toute façon, même si on ne vous avait pas contrôlé les églises, on aurait vu que vous n'étiez pas juive. Alors là, je peux vous dire qu'on en a entendu sur les juifs, on avait tous les défauts possibles. On était lâches, on était des pleurnichards, on était ci, on était ça. Alors vous n'êtes pas tout ça, on voit bien, regardez, on vous a observé, et le fait est, comme on était jeunes avec ma sœur, l'aîné non, mais l'autre, on était 3, je vous l'ai rappelé, alors les 2 plus jeunes, on faisait partie des auberges de jeunesse. On connaissait un tas de chansons de marche, des chansons de veillée. Et vous savez, les scouts, les éclaireurs, les agistes, on a tous à peu près les mêmes chansons. Donc, on était en prison, mais pas dans des cellules. Et comme on était ensemble, eh bien, on se réunissait entre jeunes. Et quand on est entre jeunes, nous, on était... Il faut aussi dire qu'on savait que si on était arrêté, quand les Juifs étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Un camp de travail pour une jeune fille qui a été vendeuse, qui a été dactylo. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de travail? Un camp de travail, ce sont des travaux qui seront durs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail dur pour une dactylo ou pour une vendeuse? Eh bien, pour moi, c'était travailler à l'usine ou travailler dans les champs. Mais je suis costaud, je suis jeune, donc ça ne me fait pas peur, parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, travaillent en usine, toute leur vie, travaillent dans les champs, et ils n'en meurent pas. Donc, je suis rassurée, je n'ai pas peur, et donc, quand on est arrêté, tant qu'on est en prison, on était décontracté et on organisait des petits jeux, on chantait ensemble. Et quand ils nous ont relâchés et qu'ils nous ont dit « c'est vrai que vous n'êtes pas juif, on a vérifié, mais on voyait bien que vous ne l'étiez pas », ben vous pensez bien qu'on n'a pas cherché, et hop, on est parti et on s'est retrouvés à Aix-les-Bains. Ça veut dire que maintenant, on est tous ensemble. Aix-les-Bains, ce n'était pas le but final. Aix-les-Bains, c'était le but pour se rassembler. Et maintenant qu'on est rassemblés à Aix-les-Bains, c'est pas là le but final. Le but final, c'est d'aller à Avignon. Ma sœur aînée avait des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet, un monsieur qui a une très grosse propriété. Il va nous louer tout son premier étage. Et on va vivre ensemble, les mariés, les célibataires, avec enfants, pas enfants. On va vivre ensemble pendant 3 mois chez ce monsieur. Mais pendant ces 3 mois,
on n'est pas en vacances. Il faut travailler. Mon père est parti de Paris avec un peu d'argent, mais ça se dépense, les sous, hein. Il faut manger, et on est beaucoup. Donc, on va se chercher du travail. J'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, j'ai fait 1 an d'école commerciale. Mais j'ai un petit diplôme, mais je n'ai jamais travaillé. Toutes les 3, on cherche à Avignon un travail dans les bureaux, mais Avignon, ce n'est pas une ville industrielle. On ne voit rien, on cherche, il n'y a rien. Mais on nous conseille d'aller à côté d'Avignon, à Vedène. Il y a une grosse entreprise de Paris qui, dès le début de la guerre, est venue s'installer dans ce petit patelin qui s'appelle Vedène. On y va, cette grosse entreprise, c'est Péchinet, jusqu'encore quelques années, ça existait, je ne sais pas si ça existe encore. On voit le contremaître nous interroge de mes sœurs secrétaires de métier, mais mesdemoiselles, c'est même pas la peine d'attendre demain, commencez tout de suite, vous vous rendez compte, vous êtes des professionnels, mais quant à vous, mademoiselle, vous savez, les débutantes, on a les nôtres, on n'a pas besoin de vous. Je faisais peut-être une triste mine, peut-être même que j'avais les larmes à l'œil. En tous les cas, ce chef du personnel a un élan de bon cœur. Oh, on va bien vous garder, on vous trouvera une petite place. Ça y est, il y en a 3 qui travaillent. 2 de mes sœurs qui faisaient les marchés. Alors, on est travaille, ça y est, on travaille. Alors, on va travailler comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée, donc cette boîte qui nous employait n'a pas de raison de rester en zone libre, elle va remonter en zone occupée, elle remonte sur Paris, elle veut bien emmener ses employés, ben nous on ne peut pas les suivre. Donc nous on va rester sur place. L'aîné des 3 qui travaillions dans cette boîte qui s'appelait Péchinet, son mari a déjà commencé les marchés, eh bien, elle va le faire avec lui. Nous, les 2 plus jeunes, on va faire les marchés aussi, mais ça sera beaucoup moins dur que les aînés, parce que les aînés, tous les matins, partaient de la gare d'Avignon, il y avait des cars qui les amenaient, et tous les jours, il y avait un car qui amenait les forains dans une autre ville. Je me rappelle de lundi, c'était Cavaillon, mardi, Carpentras, mercredi, j'en suis pas sûre, Bagnols. Je me rappelle pas toujours très bien. Ce que je me rappelle, le samedi, c'était Arles, et on aurait même pu travailler le dimanche, parce que c'était sur les remparts d'Avignon. Dimanche, on ne travaille pas. Donc, on nous va à faire les marchés. C'est très agréable. Le 13 mars 1944, on est à l'étalage. C'est parce que si on a eu une place sur les marchés, c'est parce que mon père est entré en contact avec le maire d'Avignon, et ce monsieur le maire d'Avignon, à mes sœurs, ils leur ont procuré des petits logements, à nous, une maison en plein centre d'Avignon qui était inoccupée depuis 1 an, peut-être plus, peut-être moins. Eh bien, ma mère, avec mon père, on a acheté quelques meubles. C'était vraiment pas le mobilier qu'on avait à Paris, mais pour nous, les jeunes, c'était très bien. Et Avignon est une ville agréable. Nous, particulièrement les jeunes, nous, on était bien. Donc, on va vivre dans cette maison. Alors, on est en mars 1944, on fait les marchés, normalement, on est 2, ma sœur et moi, et donc, à l'heure du déjeuner, une partait la première et l'autre partait la seconde. Eh bien, si c'était moi qui étais partie la première la veille, eh bien, le lendemain, c'était ma sœur qui partait la première. Ce jour-là, le 13 mars 1944, on n'est pas 2, on est 3. Notre cousine est venue nous rendre visite,
Elle est à l'étalage et on doit aller déjeuner. Alors, qui va partir la première? Toi, moi, toi. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Eh bien, on tire au sort. Et le sort, c'est désigne Ginette. C'est moi qui dois partir la première. Mais Ginette, elle est grassouillette. Ginette, il y a longtemps qu'elle veut faire du régime, elle n'y arrive pas. Eh bien, ce jour-là, 13 mars 1944, toutes les conditions sont là pour qu'elle puisse rester à l'étalage. Ça va être agréable, c'est l'heure creuse, il y a un beau soleil, il commence à chauffer. Eh bien, Ginette ne va pas déjeuner. Ginette reste à l'étalage et elle donne son tour à sa sœur et sa cousine, qui vont revenir au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant les qualités du repas. Oh, Ginette, t'as tort, il y avait ci, il y avait ça. Ben, Ginette, elle est gourmande, Ginette, elle est grosse mangeuse, et la description de ce qu'il y avait à la maison, c'est tellement tentant, tant pis pour ma ligne. Ça m'amuse quand je dis ça, parce qu'après, je l'ai attrapé. Hein. Et me voilà partie à la maison. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la rue qui aurait pu m'interpeller? Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Je ne regardais pas, j'étais dans mes pensées. Et j'arrive à la maison. J'ouvre la porte. Il y a 3 messieurs. Un sur la droite, je le vois de dos et de profil. Il est habillé normalement, il n'y a rien qui me choque. Il n'a pas ouvert la bouche. Je l'ai vu que de profil et de dos. Ben, je ne sais pas qui il est. Mais par contre, sur sa gauche, à ce monsieur, il y a 2 personnes. Et ce n'est même pas la peine que je demande qui ils sont. Quand vous voyez des hommes habillés avec des manteaux de cuir et des chapeaux de cuir, vous savez que c'est la Gestapo. Et la Gestapo est tellement fière de faire peur à tout le monde que même en pleine canicule, ils gardent leurs vêtements de cuir. Donc ces messieurs sont là. Et devant eux, il y a mon père qui avait 61 ans et les 2 enfants que je vous ai montrés. Un 12 ans et demi, l'autre 13 ans et demi. Ces enfants venaient déjeuner aller chez eux. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Si vous n'étiez pas très loin de votre établissement scolaire, vous rentriez à midi déjeuner, et ceux qui étaient loin, ben, ils emmenaient leur gamelle ou leur casse-croûte. Chez nous, pas très loin, ils sont venus déjeuner à la maison. Alors, la Gestapo est là. Devant eux, il y a mon père, il y a mon frère, il y a mon neveu, et moi, je m'amène la bec enfarinée. Qui m'a parlé? On vient nous arrêter, on a été dénoncé, on est juif. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit on vient vous arrêter comme juif parce que vous avez été dénoncé? Mais moi, j'entends le mot juif. Je l'ai entendu, vous vous rappelez, à la ligne de démarcation, quand on s'est fait quand on a été pour expliquer pourquoi on était en zone libre et qu'on a dit on est juif, tout de suite ils ont dit on veut passer en zone libre, tout de suite ils ont dit c'est parce que vous êtes juif. Donc, mais non, on n'est pas juif. Et ils nous ont cru. Ils nous ont laissé partir. Moi, je crois que là, ça va être pareil. Je dis qu'on n'est pas juif, ils vont nous croire. Mais non, là, ce n'est pas pareil. Il y a 3 personnes du sexe masculin devant la Gestapo. Et la Gestapo est au courant des coutumes sur les Juifs. Quand un enfant du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. La Gestapo est au courant. Je dis on n'est pas juif. Ils emmènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les font déculotter. Ils sont circoncis. Ça veut dire que celui qui nous a dénoncés avait raison. Il n'y a même pas eu à discuter. Mais non, c'est faux, on peut être circoncis. Non, c'était même pas la peine de discuter. Immédiatement, ils nous jettent dehors, et dehors, il y avait 1, 2 ou 3 tractions
l'attraction, c'est la voiture de la Gestapo. Ils nous poussent dans la première qui est là, et j'ai le temps de voir dans celle qui est derrière un jeune homme. Mademoiselle, voilà, oui, vous. Un jeune homme passe devant vous, et puis il vous regarde, il vous fait des sourires, et puis vous le revoyez le lendemain, et puis sur le lendemain, vous pensez à quoi? Il m'a dit qu'il était bizarre. Ah, il est bizarre. Eh bien, nous, on n'a pas pensé qu'il était bizarre. Nous, on était 3 jeunes filles, et on a dit, ben, il y en a une des 3 qui a fait une touche. Et quand j'ai vu que ce fameux jeune homme qu'on prenait pour un galant, si vous voulez, qui nous aurait fait la cour, eh bien, il était de partie de la Gestapo. Donc, on ne sait pas, ou la Gestapo ou la milice, parce qu'il y avait des Français qui aidaient les nazis dans leur sale besogne, et ceux-là, on les appelait des miliciens. Donc, j'ai toujours cru, du jour où j'ai été arrêtée, que ma sœur et ma cousine l'étaient aussi. Du jour où j'ai été arrêtée, je croyais qu'il était. Il a fallu que j'attende mon retour pour savoir que c'était faux. Alors, nous, on est là, il y a mon père, il y a mon frère, il y a mon neveu, on va nous jeter dans une voiture qui est là, les tractions, on va passer la fin de la journée du 14 mars en prison à Avignon. Le lendemain matin, on va nous réveiller, on ne reste pas là, il y a dehors, à la porte de la prison d'Avignon, un car, il est plein de juifs qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait du marché noir, parce qu'ils ont été pris en otage, parce qu'ils ont été pris, ils faisaient du sabotage. Tout le monde est juif et tout le monde va être emmené. Alors, on sait très bien que quand on est arrêté, c'est pour aller, je vous ai dit, dans un camp de travail. Alors, on est arrêté à Avignon, on est dans le car, on va nous emmener à Marseille, la prison des Baumettes à Marseille. Là, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Je vais être qu'avec des femmes, et j'ai appris après qu'eux étaient dans des petites cellules. Nous, on va y rester du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, ça y est, c'est le départ pour Paris. Mais je vous l'ai dit, on n'est pas surpris. On sait que quand on est arrêté, c'est pour aller dans un camp de travail, et qu'avant d'aller dans le camp de travail, on fera un petit séjour à Drancy. On le sait, c'est le moment de partir. On va se retrouver dans un wagon de voyageurs. Les hommes vont être dans un coin de la voiture, et nous, les femmes, dans un autre coin de la voiture. On n'a pas le droit d'être ensemble. On va se retrouver à la gare de Lyon à Paris. Un autobus est là. Il va nous emmener jusqu'à Drancy. Drancy était un lieu un peu spécial qui a plu aux nazis quand ils sont arrivés en France. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Drancy était tout à fait l'endroit idéal pour eux, parce que c'était pas très loin de Paris, isolé un petit peu, et ils ont commencé donc à construire ces bâtiments. Alors, il y avait les premiers gratte-ciel, alors vous les avez là, hein. Les premiers gratte-ciel vont sortir de terre, et à la base de ces gratte-ciel, il va y avoir des bâtiments de 2 étages, je crois. C'est pas terminé, c'est en construction, il y a du ciment partout. Hitler arrive, il est vainqueur, ce endroit lui parle, formidable, pour mettre les prisonniers de guerre, ça sera très bien. Les premiers prisonniers de guerre vont habiter là. Donc, ils ont terminé les travaux, Simon, très bref, d'une façon très très brève, parce que simplement, ils ont mis les fenêtres. C'est du ciment partout, les murs, le plafond, le sol, et les fenêtres ont été posées. Et les premiers prisonniers
vont être mis là. Les prisonniers de guerre vont partir en Allemagne et on va y mettre maintenant les premiers juifs. Moi, je suis arrivée à Drancy en en avril 44. Alors, où est-ce que c'est que je... C'est là. Ouais, c'est là. En avril 44, je n'ai pas du tout un mauvais souvenir de Drancy. Au contraire, même, je me suis fait des amis, parce que le premier jour, on n'a pas de travail, on ne travaille pas. Toute une journée sans rien faire, je suis à me promener avec papa, mais je ne sais pas trop quoi lui dire. Et le lendemain, quand il demande des bénévoles pour faire des corvées, je m'inscris et on m'a mis à la corvée de pluche. Donc tous les matins, j'étais avec des jeunes à éplucher des légumes. Alors quand on est entre jeunes, on chante, on chahute, on connaissait tous les mêmes chansons, on blaguait. Il y en a même des petits flirts qui se sont... Oui. Et on a été comme ça jusqu'au 12 avril 1944. Dans la cour de Drancy, quand on se promenait, j'étais avec mon père l'après-midi, je me promenais quand même avec lui, je disais à mon père ce que je pensais, mais je le pensais vraiment. On va dans un camp de travail, papa, toi, tu es trop vieux, tu ne pourras pas faire ce que nous, on va faire. Nous, c'était mon neveu qui avait 14 ans, mais qui apparaissait 15 ou 16, et puis moi, quant à mon petit frère, un petit garçon, on ne le fait pas travailler. Donc je le voyais comme à Drancy. À Drancy, il y avait des adultes qui s'occupaient d'eux. J'ai jamais demandé qu'est-ce qu'on te faisait faire, Gilbert. Je suppose un petit peu peut-être de calcul mental, un petit peu de français, peut-être qu'on leur apprenait des travaux manuels, je ne sais pas comment on les occupait. Mais quand j'étais avec mon père, alors je lui disais, eh ben toi papa, tu savais piquer à la machine quand tu étais jeune, ben t'as qu'à leur dire que tu travailles dans un atelier, peut-être qu'il y aura un atelier, donc voilà, tu lui diras que tu sais piquer à la machine. Nous, et quand je disais nous, c'était mon neveu et moi, nous tous les deux, alors on travaillera en usine ou dans les champs. Mais mon petit frère, lui, pas question. Jamais mon père ne m'a dit quoi que ce soit. Il m'écoutait. Alors qu'il aurait pu me dire, mais Ginette, descends sur terre, regarde, regarde, regarde. Mais dans la cour de Drancy, il y avait tous les spécimens de l'humanité, du bébé jusqu'à la personne très très âgée, de la personne qui avait l'air costaud à la petite personne qui était toute ratatinée, qui avait du mal à marcher. Regarde, regarde cette dame. Tu crois qu'on l'a arrêté pour travailler? Et regarde un peu cet enfant. Il a quel âge? Il a 8 ans, il a 10 ans. On l'a arrêté pour travailler. Et regarde un peu, t'as vu ce monsieur? Il est mutilé, il a fait la guerre. Mais c'est pas vrai, Ginette. Descends sur terre. Moi, j'ai peur, il y a quelque chose qui se trame. Jamais il ne m'a dit un mot comme ça. Et moi, je voyais tout ça et je croyais ce que les nazis nous racontaient. On va dans un camp de travail. Le 12 avril 1944, ça y est, c'est le départ. Demain matin, 6 heures du matin, dans la cour de Drancy, avec vos bagages, c'est le départ. Alors, 6 heures du matin, dans la cour, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlements, on est calme. Les autobus sont derrière la porte, on est là avec... Alors, il y a un peu de bousculade. Pourquoi? Parce qu'on va partir dans les camps peut-être en autobus. Et puis, on s'est fait des amis à Drancy. Alors, tant qu'à faire, on veut être avec eux. Alors, il y a un petit peu de bousculade parce qu'on cherche à être ensemble dans les rangs. Moi, je suis contente. Je suis avec ma petite famille et avec les amis que je me suis fait à Drancy. Avec nous, il y avait d'autres personnes, je ne sais même pas qui c'était. Et maintenant, on va monter dans les autobus. Dans les autobus, il y avait agents de police, gendarmes, un soldat allemand et son chien. Ils vont nous déposer dans une gare. J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget.
Quand on est revenu, j'ai appris que c'était la gare de Bobigny. Alors là, maintenant, ça change complètement. Ce n'est plus calme, c'est des hurlements. Les soldats allemands hurlent leur commandement. Ils trouvent qu'on ne marche pas assez vite, ils trouvent qu'on est mal rangé, on nous pousse, on nous bouscule, il y en a qui perdent l'équilibre, et on arrive sur le quai de la gare. Et sur le quai de la gare, allez-y, travaillez, ça me fatigue, un train. Vous avez un train devant vous avec un wagon ouvert. Vous avez vous voyez mon doigt? Vous avez quelqu'un qui a un blouson blanc. Oui, ben là, vous tournez la tête. Mademoiselle. Ah oui, là. Vous tournez la tête. Aurélie. Vous tournez la tête et vous avez un blouson blanc. Il est clair, il n'est peut-être pas blanc, il est clair. Alors, c'est à vous que je m'adresse. Quand vous avez devant vous un train avec un wagon, des wagons ouverts, et ces wagons sont vides, vous pensez à quoi? Qu'on va les emmener quelque part, nous emmener quelque part. On va nous kidnapper même. Ah d'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Allez-y. Qu'on va les remplir, entrer dedans, etc. Il y a quelqu'un qui a encore une autre idée? Non, on ne va pas chercher longtemps, hein, deux, c'est déjà pas mal. Bon, eh ben, on va se servir de ces deux réponses. Alors, vous, c'était quoi la première? On va nous kidnapper et nous emmener. Ouais, ça, vous lisez beaucoup de romans policiers, vous. Hein. Monsieur qui disait que... On va les remplir, on va monter dedans. Oui, alors vous lisez trop de romans sur la déportation. Parce que quand moi, je vois un train vide devant moi, eh bien, moi, je dis, ça, c'est un train de marchandises, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait avec un train de marchandises quand il y a des personnes devant? Eh bien, ce train de marchandises va partir, et puis il va y avoir à la place un train qui va arriver avec des wagons troisième classe. Vous vous rappelez? Marseille, Paris, wagon, troisième classe. À l'époque, il y avait 3 classes. Eh bien non, il n'y a pas 3 classes, il y a simplement des wagons de marchandises et on va nous pousser pour monter dans ces wagons. Alors, il faut faire vite. On va tous être... on est monté dans les wagons vont être verrouillés, fermés, et là, on découvre les lieux. Alors, nous, dans notre wagon, on ne voit, pour ainsi dire, rien. Pourquoi? Parce que notre wagon, c'est un wagon comme ça. Voilà, un wagon comme ça. C'est-à-dire que les fenêtres, il y en a, mais il y a des volets. Les planches ne sont pas très soudées, donc l'air va passer par les planches, par là, par le volet. Mais vous avez aussi des wagons où il y a ces volets, c'est des fenêtres, et les fenêtres, elles sont soit avec du grillage, soit avec des barreaux. Ceux qui sont dans un wagon avec des fenêtres, avec des barreaux, ils ont eu de la chance. Ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit, ils ont aperçu quelques noms de gares, ils savent la direction que l'on prend. Nous, on est dans ce wagon comme ceci. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière, on n'aperçoit rien du tout. On est assis par terre et il y a un tout petit peu de paille quand même. Et comme on avait emmené des couvertures de Drancy, vous vous rappelez, chacun une couverture, mon père m'avait montré qu'il avait tellement maigri, il avait mis 2 couvertures dans son pantalon, donc rien que lui tout seul, il en avait 3. D'autres ont dû faire pareil. Ça fait que quand on s'est assis sur la couverture, le train démarre, et comme il ne s'arrête pas, ben, il y a des besoins. La nature est là. Il y avait un seau qui était au milieu du wagon. On l'avait poussé pour avoir plus de place. On a compris que ça allait servir de tinette. Donc, avec les couvertures supplémentaires, il y en a qui les ont données et les hommes ont réussi à isoler la tinette. On a voyagé alors 2 jours,
3 jours. Moi, je ne me rends pas compte, j'avoue franchement, que je ne me rappelle pas du tout l'état, dans quel état j'étais, parce que au début, quand on est revenu, je ne voulais pas du tout penser à cette période-là, donc j'avoue franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. En tous les cas, le train, maintenant, s'est arrêté. Les portes ont été déverrouillées. Un air froid a pénétré d'un seul coup dans le wagon. Ça a été très agréable parce que cette mauvaise odeur qui était dans ce wagon a été disparue, mais en même temps que ce air froid rentre, aussi un homme ou 2 hommes, là encore je ne me rappelle pas, montent dans le wagon. Les femmes sont là, elles commencent à vouloir habiller leurs enfants, rassembler les bagages. Interdiction de toucher à quoi que ce soit. Ils veulent qu'on descende tout de suite et qu'on se mette en rang. Moi, je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter pour descendre. Quand j'entends sur le quai des hurlements, des cris, des commandements, ce sont les officiers du camp, les médecins du camp qui donnent des ordres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ordres? Moi, je ne comprends pas un mot d'allemand. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher. Le camp n'est pas à l'endroit où le train s'arrête. Alors, le train s'arrête dans un lieu que maintenant on visite et ça s'appelle la Judenrampe. C'est à cet endroit-là que des millions de personnes ont été désignées pour mourir. C'est là qu'il y avait « toi tu travailles, donc tu vas vivre, toi tu ne peux pas travailler, donc tu dois mourir ». C'est là, à cet endroit-là, la Judenrampe, que le choix était fait. Alors, moi j'entends ça, papa, Gilbert, montez sur le camion, vous ne serez pas fatigué. Et puis quand je me suis retournée pour leur faire un petit bisou avant le départ, ils étaient déjà partis. Mais ça n'a pas d'importance, puisque sans arrêt, ces messieurs nous disaient « vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver ». Donc, papa est parti, et Gilbert avec, et maintenant je suis avec mon neveu et des milliers de personnes. Vous savez, il n'y en a que très très peu qui ont choisi de marcher. Allez, travailler un peu. Il n'y en a que très très peu qui ont décidé de monter sur les camions. Quelques personnes âgées peut-être, mais on veut tous marcher. Mais ils nous disent que ça sera dur, mais ça ne fait rien. Ça va nous délasser. On a été mal pendant tout ce temps enfermés. Alors, les 3/4, et vous voyez la photo là, les hommes, les femmes, les enfants sont mélangés. On va y avoir un commandement, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et avant de partir, on va être mis 5 par 5 à passer devant ces messieurs qui vont d'un coup d'œil, en même pas quelques minutes, en quelques secondes, décider de notre sort. Mais ça, on ne le sait pas. Alors, toi, tu vas là, toi, tu vas là. En fin de compte, je suis avec un petit groupe, et on est des gens assez jeunes, costauds, d'allure pouvoir travailler. Alors que de l'autre côté, mais des milliers de personnes, mais tous âgés, l'air malades, handicapés. Alors tous ces gens-là vont être mis à part, et nous qui sommes costauds, eh bien, on va partir à pied. Et moi, j'étais tellement contente que papa m'ait écouté. Ils sont montés sur les camions, au moins ils ne seront pas fatigués, parce que c'était pénible. On rentrait dans la terre, il fallait sortir les pieds de la terre pour en mettre un autre devant. Et ceux qui nous accompagnaient trouvaient qu'on ne marchait pas assez vite, ils nous poussaient. Et maintenant, on va arriver dans un chemin. On aperçoit de la fumée, des cheminées,
une odeur qui nous chatouille un petit peu les narines, qui est un petit peu spéciale. Vous vous rappelez, je vais dans un camp de travail et il y aura les champs ou l'usine. Eh bien voilà, les conditions sont là. Je marche dans les champs et l'usine avec ses cheminées et tout ça. Et maintenant, je suis dans le camp. Moi, le camp de travail, je voyais des baraques, quelques baraques, et puis l'usine. Alors, l'usine, je la vois, elle est là, je vois les cheminées, je vois l'odeur, je ne sais pas ce qu'on y fait, mais c'est un peu spécial. Mais par contre, quelques baraques, oh, mais ce n'est pas le cas. À perte, alors voilà, quand on est sur le terrain, je l'ai peut-être montré, je ne sais pas. Et maintenant, on va rentrer alors dans ce camp. Alors, à perte de vue, vous avez des baraques, des baraques, des baraques, à perte de vue. Moi, je croyais quelques baraques seulement, mais non. À perte de vue, vous avez des baraques. Alors, ce que je peux vous dire, c'est ça maintenant. C'est des baraques que vous voyez, c'est des baraques que l'on voit actuellement. Je peux vous garantir que quand nous, on est rentrés dans le camp, aucune baraque n'avait cette allure. Ce que vous voyez là, les briques bien oranges, c'était des briques de récupération. Il n'y en avait pas deux de la même couleur. Et maintenant, ce qui me chiffonne en rentrant dans ce camp, c'est qu'il est entouré de barbelés. Alors voilà les barbelés, vous voyez, entourés de barbelés, et ces barbelés sont entrecoupés de miradors, et on voit les miradors avec des soldats là, avec mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp, et il y a d'autres miradors, beaucoup plus éloignés les uns des autres, où on voit les silhouettes de soldats en haut. Là, ils n'ont plus de mitraillettes, ils ont des jumelles. Je n'ai pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps. On nous pousse pour aller vers un bâtiment. C'est le seul bâtiment qu'il y a en pierre dans Birkenau. On rentre dans ce bâtiment, il y a des salles qui sont partagées. Quand on va vers ce bâtiment, on croise des personnes un peu bizarres. Elles nous regardent par en dessous. Pour moi, il y a un camp d'aliénés. Et elles travaillent, mais je pense que c'est pour leur donner un peu de courage, pour montrer qu'elles sont utiles. Elles ont des pioches, elles ont des... Mais vraiment, elles nous regardent par en dessous. Non, elles n'ont pas une allure franche. C'est un peu bizarre. Et maintenant, on est dans le camp. Alors, on est dans cette salle. Vous l'avez, la baraque, là? Non, voilà. Non, vous ne l'avez pas trouvée. Vous l'avez plus? Non, elle est au-dessus. Celle-là? Voilà. Alors, dans cette baraque, c'est pas une baraque, c'est un bâtiment. Il est partagé en différentes salles. On rentre dans une salle, elle est vide. Elle est vide, mais par contre, parallèle au mur, il y a des tables, et derrière ces tables, il y a des femmes. Nous, on est rentrés dans cet endroit. Il faut qu'on se mette en rang. Pour ces messieurs, les nazis, un rang, c'est vraiment quelque chose de très net et on n'est jamais placé comme ils veulent. On reçoit des coups de pied, ton pied trop derrière, ton pied trop devant. Et quand enfin on est rangé comme ils veulent, les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors on a des manteaux, on a des vestes. On enlève. Schnell, schnell, schnell. Alors, ça veut dire qu'il faut encore enlever ça aussi. Schnell, schnell. Alors, on avait des combinaisons. À l'époque, toutes les femmes portaient des combinaisons. Il faut les enlever aussi. Bon, alors ça va, on enlève. On va rester en culotte et en soutien-gorge. Eh bien non. Ces messieurs les nazis ont tout pensé à tout pour nous humilier. Et on va nous obliger à être nus. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je ne sais même pas. Moi, je n'ai pas vu d'hommes, mais je n'ai vu que des femmes. Mais des femmes que je ne connais pas, et on m'oblige à être nue devant des femmes que je ne connais pas.
qu'est-ce que vous auriez fait, mademoiselle? Est-ce que vous acceptez facilement? Est-ce que oui, c'est vous. Oui. Et qu'est-ce que ça vous ferait? Qu'est-ce que c'est? Elle dit qu'elle aurait eu tellement peur qu'elle aurait écouté. Écoutez, mais écoutez quoi? Ah, Les ordres. oui, ben d'accord, et c'est tout. Vous écoutez, et ça vous fait que ça. Hein? Eh bien, moi, je vais faire les demander les réponses. Moi, je suis tellement honteuse d'être nue devant tout le monde, j'ai que 2 mains. Alors, une main, je cache mes seins, une main, je cache mon sexe, et je suis les yeux fixés sur mes doigts de pied. Et de temps en temps, quand même, j'ouvre les paupières pour voir des corps de femmes, mais je ne savais pas. Moi, je n'ai vu nu que mon corps. Et quand on a 19 ans, on a un corps qui n'est pas le même que la femme qui en a 40 ou 50. Ça fait que j'ai vu des corps de femmes, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Et maintenant, on nous emmène. Alors, on est nus. Maintenant, on va vous emmener dans une salle où, là encore, imaginez le travail. On va vous asseoir et les unes après les autres, on va s'asseoir sur ce tabouret et vous avez une femme qui vous enlève les poils du sexe. Je parle de femmes parce qu'on n'était qu'entre femmes, mais j'ai parlé avec des messieurs et eux aussi, ça a été terrible parce que eux aussi, on leur a enlevé les poils du sexe. Et eux aussi, ils avaient 14-15 ans, alors que les hommes avaient plus âgés. Et eux aussi ont eu honte. Donc, je suis honteuse, je n'ose regarder personne. Maintenant, ça y est, on m'a enlevé les poils du sexe. On nous emmène maintenant devant une table où il y a des personnes qui sont là. C'est-à-dire même, vous voyez, j'ai devancé. C'était en premier, quand on est en rang et qu'enfin on est bien discipliné, bien rangé. C'est là, à ce moment-là, qu'on va aller à tour de rôle devant la table où il y a ces dames. Et alors, il y en a une qui a un registre et l'autre, à côté, va vous attraper votre bras et va vous mettre sur, je pense que, je ne sais pas si je suis capable de, ouais peut-être, bon, c'est pas tellement pratique, hein. Je devrais réfléchir avant de m'habiller le matin. Bon. Ceci dit, vous êtes très bien habillé, il n'y a pas de problème. Oui, merci, tu vois combien. Alors là, voilà, vous allez, sur notre bras gauche, elle nous met un numéro. Les camarades ont frotté. Non, ça part pas. Moi, je n'ai même pas frotté. Me demandez même pas si ça m'a fait mal. J'ai tellement honte d'être nue qu'il n'y a que ça qui compte. On m'a mis un numéro, on m'a tatoué. Est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que j'ai pensé que... Non, j'ai pensé à rien du tout. Simplement, j'avais honte d'être nue devant des gens que je ne connaissais pas. Alors maintenant, on a été enregistrés, on a été tatoués, on va nous parler de douche. Ah, ben alors ça, la douche, vous pensez bien que ça nous fait plaisir. Entre la douche, pardon, quand on a été tatoué, quand on a été enregistré, on va nous emmener dans une autre salle où vous avez des femmes qui sont debout derrière un tabouret et nous, à tour de rôle, on va s'asseoir et on va vous enlever les poils du sexe et les cheveux. Quand la lame est neuve, celles qui enlèvent les poils du sexe, il faut qu'elle fasse vite. Alors, elle vous blesse. Et quand elle est usée, à force d'avoir rasé les femmes, eh bien, il faut qu'elle frotte pour vous enlever les poils. Alors là encore, vous saignez. Donc, on a le sexe sanguinolent, on a le crâne sanguinolent, parce qu'il nous a enlevé les cheveux aussi. Et maintenant, on va nous habiller. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, vous avez un pullover rose devant moi, là, rose. Oui, vous tournez la tête, là, c'est ça. Comment vous voyez les déportés habillés? Comment vous voyez les déportés habillés? En pyjama. En pyjama.
Est-ce que quelqu'un voit un déporté habillé? Un déporté ou une déportée, hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Non, personne. Alors, les professeurs, qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves? Vous ne savez pas? Si, vous savez, allez-y. Combinaison ou t-shirt? Ah, c'est chouette ça. Et alors, encore d'autres Non. Oui, la fille, elle est encore là-bas. Oui. Un uniforme avec des bandes rayées, quelque chose de très fin. Quelque chose de... De très fin, très léger, quelque chose Ah, de... d'accord. Écoutez, vous êtes tous à côté de la plaque, parce que, Aussi en réalité, j'aimais attendre un peu ce qu'a dit cette personne, vêtements rayés, Oui. mais quand on dit léger, c'est de la blague, parce que le tissu était très épais, mais c'était quand même des tissus rayés, gris bleu, gris clair. C'est vrai, ça c'est la tenue des déportés politiques, c'est-à-dire les non-juifs. Les juifs ne vont pas être habillés avec un uniforme. Un uniforme, ça se paye, il faut les fabriquer. Alors c'est encore trop beau pour les juifs, ça. Non, nous, on va être habillés avec les affaires que les juifs ont emmenées avec eux quand ils étaient arrêtés. Vous vous rappelez, les bagages dans les wagons, il ne faut pas les emmener avec nous quand on descend des wagons, mais ces bagages sont emmenés par un commando qu'on appelle commando du Canada. Pourquoi Canada? Ça donne une sensation de bien-être, de richesse. Et le fait est, celles ou ceux qui travaillaient dans un commando comme ça, vous vous rendez compte, on n'a rien à manger, on n'a rien pour s'habiller, et vous allez ouvrir un bagage où il y aura des affaires, des pullovers, peut-être même de la nourriture. C'est un commando extraordinaire, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Donc, ceux qui vont prendre ces bagages vont les ouvrir, vont trier. Tout ce qui est bien va partir en Allemagne, et ce qui n'est pas bien, non, attention, pas déchiré quand même, mais des taches de sang, des taches de graisse, décolorées parce que c'est tellement vieux, déformées parce que c'était mal coupé. Tous ces vêtements qui sont, on dirait, pas très très bien, ben, tout ça, pour les Juifs, ça va être suffisant pour elles. Tout ce qui est bien va partir en Allemagne et nous, on va avoir que les affaires qui sont plus bonnes. Alors d'accord, c'est pas déchiré, c'est sale, c'est détaché. Et maintenant, on est habillé et on va nous emmener enfin aux toilettes. N'oubliez pas que jusque-là, on n'a pas été aux toilettes. Vous vous rendez compte que dans le wagon, c'était gênant. On entendait, quand on faisait ses besoins, le seau était au milieu, on l'avait isolé avec les couvertures, mais on sentait, on entendait, donc on ne s'est pas soulagé comme il fallait. Alors là, on nous dit, on vous emmène aux toilettes. Extraordinaire. On va aux toilettes. On s'imagine avoir un petit box isolé. Eh bien, pas du tout. Pas de box isolé. Vous l'avez peut-être pas vu? Voilà. Vous allez arriver dans une baraque et vous allez voir un socle. Tenez, travaillez un peu. Un socle qui est percé de trous. Les femmes ne sont pas toutes parties quand on s'en approche. Elles sont assises, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. Des centaines de femmes font leurs besoins ensemble. Est-ce que vous voyez le tableau? Ça, c'est pour moi, cet endroit, je trouve que c'est le comble de la haine. Comment des êtres que l'on dit artistes, musiciens, peintres, comment des êtres ont pu, par haine, penser à faire des choses comme ça. Alors vous avez des femmes qui sont là côte à côte, dos à dos, faire leurs besoins. Nous, on s'amène. Vous n'avez pas de place parce que seulement vous êtes retenus
pendant tellement longtemps, c'est que maintenant, vous ne pouvez plus vous retenir. Ça fait que vous allez vous approcher de celle qui était assise, vous allez la retirer de son trou, elle n'a pas fini, il y en a sur le socle, et vous ne pouvez plus vous retenir, alors vous en avez laissé par terre, ça fait que ce que vous prenez pour de la terre battue, c'est les excréments, les urines, et vous vous trouvez sur un socle qui est aussi pareil, couvert d'urine et d'excréments. Quand la toute première fois que je suis rentrée dans cette salle, il fallait que je me soulage, je ne pouvais plus me le retirer. Mais au moins, je ne me suis pas assise, je restais le fesses en l'air. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit socle dans le fond. Dans un coin, on aperçoit comme une espèce de petit feu, de petit poêle. Eh bien, il y a une femme, c'est celle qui s'occupe de cette baraque, c'est celle qui est responsable de cette baraque. Eh bien, quand elle voit que vous ne vous asseyez pas, elle vient, elle se précipite exprès, par méchanceté, et elle vous appuie sur les épaules, et comme ça, vous avez les fesses sales. Alors, dans un endroit comme ça, qu'est-ce qu'on cherche? Quand vous avez été aux toilettes, qu'est-ce que vous cherchez? Papier. Du papier. Eh bien, cherchez-le, vous n'en trouverez pas. Même pas un petit confetti. Rien, rien, rien. C'est pour moi, cet endroit, c'est le comble de la haine. Et alors maintenant, on a fait nos besoins, tant bien que mal, on est habillé, tant bien que mal, et maintenant, on va vous emmener dans les baraques où vous allez vivre. Alors, les baraques, on voit les baraques. Quand on était en prison, on était dans des lits superposés, chacun à son lit. Quand on était à Drancy, il y avait des lits superposés, mais il y avait des salles aussi où on dormait sur un matelas, mais toute seule sur son matelas. Et là, on vous amène dans une baraque. Vous allez être accueilli par une femme qui va vous faire un grand discours. Vous êtes ici pour ne plus en sortir. Vous êtes ici pour mourir. J'ai le droit, moi ici, c'est moi qui commande. J'ai le droit de vie ou de mort sur vous, puisque de toute façon, vous ne sortirez pas vivante de là. Alors, si vous voulez être bien avec moi, vous devez accepter mes ordres. Et si vous ne les acceptez pas, eh bien, ça ira mal pour vous, parce que j'ai le droit. On ne me fera rien du tout, peut-être même qu'on me dira, drôlement, quand on arrive comme ça et qu'on vous entendez ça, je peux vous dire que, d'ailleurs, il nous est arrivé tellement de choses en même temps que je ne sais même pas si on est réalisé. Et elle nous emmène devant des espèces de niches qui sont là, alors sur 3 niveaux. Une niche, ça s'appelle une koya, et dans cette koya, vous voyez, ça fait comme la table de l'extrémité de cette table au micro. Et dans cette superficie-là, dans ce volume-là, on va être 6 à dormir. Alors, la Blokova, c'est la chef de la baraque, elle va vous dire, vous ne pouvez pas être 6 côte à côte, vous allez être 3 dans le fond, 3 au bord, comme une boîte à sardines. Quand je me suis couchée, il y avait une paillasse, rien que de la regarder, un chien même ne se serait pas couché dessus. Et quand on a touché la couverture qui était pliée dessus pour qu'on se couvre avec, quelle horreur, c'était du bois. J'ai quand même réussi à m'endormir tout de suite. Moi, je croyais j'étais tellement écœurée par tout ce que je voyais, par le contact, eh bien, je me suis endormie quand même. Et on est à peine dormi que déjà on nous réveille. Et quand on nous a réveillés, on a appris qu'il était 3h30 du matin, c'était l'heure qu'il fallait partir. Alors, le réveil, immédiatement, il faut être dehors. Immédiatement, ça veut dire c'est pas 5 minutes, 10 minutes, c'est tout de suite. La Blokova allume la lumière, elle veut qu'on soit dehors tout de suite. Mais comme on s'est déshabillé, il faut retrouver les affaires, il faut les mettre. Les chaussures qui sont sous nos têtes, il faut les enfiler. Celles qui sont en bas, il faut qu'elles se lèvent. Celles qui sont en haut, il faut qu'elles descendent. On a tous mis trop de temps. On a tous reçu des coups.
Eh bien, c'est parce que simplement, on ne savait pas, il ne fallait pas se déshabiller. Donc, à partir du 2e jour, on ne s'est jamais déshabillé. Alors maintenant, l'appel du matin, alors les appels sont toujours très, très, très pénibles. Il manque toujours quelqu'un, on recompte, on recompte. Et le matin, s'il manque quelqu'un, c'est pas parce qu'elle fait la grasse matinée, c'est parce que ou elle est malade, ou elle est morte. Eh bien, malade ou morte, il faut qu'elle soit dehors à l'appel. Donc, les copines qui partagent sa koya, les mortes, elles vont les traîner et puis les laisser tomber à côté d'elle. Et si elle est malade, il ne faut pas qu'elle soit couchée, il ne faut pas qu'elle soit assise, elle doit être debout. Alors, c'est les copines qui vont les aider à se tenir debout. Après, quand le compte est bon, alors là, il va y avoir la distribution de ce qu'on appelle le café. Le café, c'est quoi? C'est une espèce de tisane marron qui a la couleur du café et qui vous rend plutôt malade. Voilà, c'est ça. Et puis alors après, quand vous arrivez au début, on est en quarantaine. Le travail n'est pas obligatoire. Ça fait que, comme si c'est pas obligatoire, personne ne veut aller travailler. Alors les capots se régalent parce que c'est là qu'elles nous frappent à tour de bras et qu'elles nous emmènent au travail. Alors en quarantaine, le travail, il est inutile. C'est prendre des pierres dans un coin pour les emmener dans un autre, et puis quand l'autre sera plein, on ramènera, voilà. Ça, c'est le travail de la quarantaine. Mais le travail de la quarantaine, c'est pour nous apprendre la discipline dans un camp d'extermination. Et je peux vous garantir qu'on l'a appris immédiatement. Alors, quand vous avez dépassé la quarantaine, c'est pas 40 jours, c'est un certain laps de temps, vous allez aller dans une autre partie du camp de Birkenau qu'on appelle le lager B. Et là, le travail que vous aurez à faire, en principe, vous allez l'avoir jusqu'au bout. Et moi, le travail que j'ai eu à faire, ça s'appelait le Außenkommando. C'est-à-dire que tout le temps que j'ai été à Birkenau, j'ai cassé des pierres, j'ai fait des routes, j'ai creusé des fossés, mais toujours un travail dehors, par n'importe quel temps. Quand il faisait froid, par exemple, poser les rails de chemin de fer, c'était affreux parce que vous aviez les mains qui collaient sur l'acier. Quand il faisait chaud, ces mêmes rails, si vous les preniez, elles vous brûlaient les mains. C'est un travail vraiment, je me demande comment mais vous savez, on est tous à se demander comment on a pu faire un travail comme ça. Et puis, j'ai travaillé comme ça jusqu'en novembre 44. En novembre 44, je suis à Birkenau et un grand rassemblement, on quitte Birkenau en train pour aller ailleurs. Ou ailleurs, c'était Bergen-Belsen. On arrive à Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. Terminé, on n'a plus à craindre la mort par les gaz, c'est terminé ça. Mais par contre, il y aura beaucoup de morts à Bergen-Belsen parce qu'il y a eu une épidémie de typhus. C'est d'ailleurs là qu'est morte Anne Frank. À Bergen-Belsen, je suis arrivée en novembre, je l'ai quitté en février pour aller travailler en usine. Un contremaître d'usine a besoin de main-d'œuvre pour faire tourner son usine. Il va venir au camp pour nous acheter au commandant. Et on va partir travailler dans une usine à Ragun, à côté de Leipzig. Ça n'a pas été un travail très, très, très dur. Et ça a été pour nous, enfin tout au moins pour moi, je crois, la chance et je suis persuadée que si je n'avais pas été dans cette usine, je ne serais pas là pour vous parler. En tout cas, on y a été dans cette usine, on y a travaillé, c'était pas très dur. Et quand au mois d'avril, celle qui va partir travailler, c'était l'équipe de jour, j'en fais partie,
doit partir aller travailler et l'équipe de nuit doit venir se reposer, eh bien les deux équipes sont bloquées, c'est terminé pour nous l'usine, on repart. On repart encore une fois dans le même genre de transport, des camions, des wagons vides avec un tout petit peu de... Mais ça, on est tellement habitué maintenant que ça ne nous gêne plus et qu'au contraire, on les trouve très très bien parce qu'au moins on peut dormir toute la journée sans recevoir de coups. Et on va se trouver enfermé dans un wagon. Le train ne s'arrêtait pas, donc il faut commencer à avoir le problème de faire ses besoins. Il n'y a même pas un seau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau, on n'a plus rien, on n'a pas à manger. Dans ce wagon, tous les jours, il y avait de nouvelles mortes. Il y en a qui étaient plus sensibles les unes que les autres. Quand il y avait une morte à côté d'elle, elle l'emmenait dans un coin du wagon où toutes les mortes s'entassaient. Moi, à côté de moi, il y a une dame, je ne la connais pas, mais cette dame n'arrête pas de me tomber sur l'épaule, et si j'ai supporté une fois, deux fois, trois fois, à la fin j'en ai marre, et puis je l'engueule, réveille-toi, moi j'en ai marre, tiens-toi. Elle ne pouvait pas me répondre, elle était morte. Eh bien cette morte, je l'ai gardée jusqu'au bout. Jamais je me serais séparée de cette morte comme les camarades ont fait. Pourquoi? Ben, elle n'est pas folle, Ginette. Moi, je voyais que s'ils voulaient nous tuer, ils n'avaient qu'à nous tuer tout de suite. Mitraillette, et puis ça y est, on n'est plus là. Ils ont le droit, puisque ce sont les vainqueurs. Et comme ils nous gardent, ça veut dire qu'ils ont besoin de nous. On va leur servir de monnaie d'échange. Donc, moi, je suis à côté de cette morte, et puis je risque pas de dire elle est morte, donc je la veux pas à côté de moi, parce que j'avais pensé que quand ils distribueront la nourriture, eh ben, je dirai jamais qu'elle est morte. Mais ma copine, elle dort. Donnez-moi sa part. Je lui donnerai quand elle se réveillera. Voilà comment Ginette avait été transformée. Plus de sentiments, c'est terminé. Et puis je suis arrivée, alors on est libéré à Theresienstadt, je vais prendre un camion qui va nous emmener à l'aéroport à côté de Prague. Cet avion va s'arrêter à Lyon. À Lyon, on va dans un centre d'accueil. Dans ce centre d'accueil, il y a plusieurs tables. Il faut répondre aux questions. Ce sont les mêmes questions qui se doublent et qui se triplent. Et quand on a répondu aux questions et qu'ils sont contents des réponses qu'on a faites, eh bien maintenant, on va pouvoir partir pour Paris. Pour Paris, pour certains, mais moi, je suis très fatiguée et je ne sais pas où aller. Paris, Avignon, ma famille, pour moi, on a tous été arrêtés. Je ne les ai pas vus à Birkenau parce que c'est immense, mais ils ont été arrêtés. Donc, qu'est-ce que je vais faire à Paris? Qu'est-ce que je vais faire à Avignon? Je suis tellement mal. On me parle d'hôpital, je suis d'accord, et je vais aller à l'hôpital à Lyon. En attendant qu'on vienne me chercher pour l'hôpital, vous aviez des gens qui venaient nous voir avec des photos, ils nous emmenaient des bonbons, des gâteaux, de l'argent, et il y en a une qui s'approche de moi. Je pense qu'elle va me montrer une photo, ou elle va me donner quelque chose. J'en sais rien. Est-ce que c'est le hasard qui a fait qu'elle s'est arrêtée devant moi et qu'elle m'a reconnue? En tous les cas, elle s'arrête devant moi et elle me regarde. Mais t'es une fille Charkaski, toi? Mais oui, je me rappelais de mon nom. Oui, c'est moi. Et alors, elle m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été arrêtées et même on a récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore. Hein. J'arrive à Paris. Moi, je veux aller directement chez moi. Je me rappelle de la rue où j'habite. Non, on n'a pas le droit. Il faut passer par un grand centre d'accueil qui se trouve à l'hôtel Lutetia. C'est un grand hôtel qui a été réquisitionné. Alors là, c'est pareil, on passe de bureau en bureau.
ça y est, je suis débarrassée des questions, mais mes sœurs ne sont pas là. Eh bien, ça n'a pas d'importance. Moi, je rentre toute seule. Et j'arrive dans ma rue, je descends la rue d'Angoulême, qui n'est plus la rue d'Angoulême, rue Jean-Pierre Timbaud maintenant. Je reconnais l'immeuble. Les portes, maintenant, les portes à cette époque-là n'étaient pas fermées, les portes cochères. Je rentre, dans la cour, il y a la concierge, c'était celle qui était là il y a 3 ans. Elle me reconnaît, mais elle ne me reconnaît pas. Elle me reconnaît pour être Gilbert, mais elle ne me reconnaît pas pour être Ginette. Pourquoi? Ginette a été soignée à Theresienstadt parce que j'avais le typhus. Le typhus est une fièvre très, très, très élevée, provoquée souvent par les poux. Donc, je suis rasée complètement. On m'a mis sur le dos une veste de soldat. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est quand même au mois de juin, peut-être parce que je suis trop maigre. Et voilà que la concierge me prend pour mon frère. Ah non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Et Ginette, eh ben, ta mère t'attend. Et je monte à l'étage, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Normalement, je devrais pleurer, mais ça, moi, je ne sais plus pleurer. Et ma mère, est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle n'a pas pleuré? Quand elle me dit, ma mère, en m'amenant me coucher sur le canapé qui est au fond de la pièce, demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et Gilbert. On va lui donner des nouvelles de personnes qui ont été tuées, gazées et brûlées. Moi, je le sais. Elle ne le sait pas. Donc, elle va croire qu'elle va les voir arriver. À tout bout de champ, à chaque coup de sonnette, elle va dire « ça y est, c'est eux ». C'est un calvaire, ça. C'est eux alors que ça ne l'est pas. Alors moi, je vais aller directement au but. Non, maman, tu ne verras jamais Gilbert et papa. On les a brûlés et on les a assassinés et on a brûlé leur corps. Jamais ma mère ne m'a fait une seule fois un seul reproche. C'est vrai que j'aurais pu me prendre autrement pour lui annoncer la mort de son mari et de son fils. Mais je ne suis plus... Je vous ai dit, mes sentiments, moi, je les ai laissés à Birkenau. J'en ai plus. Et moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas la peine de raconter des histoires aux gens, autant qu'ils savent tout de suite que ceux qui ne sont pas rentrés, ils ne les reverront plus. Et puis c'est tout. Ils sont morts, ils sont morts. J'en ai tellement vu de morts que maintenant, la mort, c'est normal, la mort. Hein. Donc, je suis maintenant dans les bras de ma mère, elle m'amène, et c'est là qu'elle me parle de mon frère, et c'est là qu'elle a appris que son mari et son fils ne la reverra plus. J'ai jamais eu de remords. On a vécu ensemble pendant 8 ans. Jamais je ne me suis excusée en disant « Maman, j'ai été dure avec toi ». Mais je n'ai pas été dure avec maman, puisque moi, au contraire, j'ai trouvé que je lui avais rendu service. Et ma mère ne m'a jamais non plus fait de réflexion en me disant « Tu ne te rends pas compte comment tu m'as appris la mort de ton père et de ton petit frère ». Non, c'est vrai, je ne me rendais pas compte. Alors, on a vécu 8 ans ensemble. Au bout de 8 ans, ma pauvre maman est décédée. Je reste 1 an toute seule et j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme. On se plaît, on se marie, on a un enfant. Tout ça, c'est 10 ans après. Et 10 ans après, j'ai un fils dans les bras. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai reconnu que c'était affreux pour ma mère d'avoir appris la mort de son fils et de son mari comme ça. Voilà, je vous ai raconté mon histoire. C'est sûr qu'on ne raconte pas 15 mois en l'espace de 2 heures, peut-être, je ne sais pas. Mais par contre, vous allez me poser des questions. Je l'espère. Bon.
C'est des remerciements chaleureux. C'est le moment que j'aime pas trop parce que si j'ai à applaudir, si on veut des applaudissements, c'est moi qui dois les faire. Parce que à partir de maintenant, c'est vous qui devenez des passeurs de mémoire. C'est vous qui allez raconter ce qui s'est passé. Nous, on va partir, il n'y aura plus de témoins. Mais vous, par contre, vous serez là et vous pourrez parler de ce que vous avez entendu. Vous êtes les dernières générations à entendre les derniers survivants. Alors, on compte sur vous. Mes amis qui sont morts, mes amis qui sont encore vivants, on compte sur vous pour que d'autres personnes apprennent ça aussi.